Le masque en or de Toutankhamon a fait l'objet d'études pendant 100 ans. Chaque centimètre semblait mesuré, répertorié, entièrement élucidé. Puis une équipe sans aucun lien avec l'Égypte ancienne a dirigé des instruments de laboratoire conçus pour les joailliers et les experts légistes vers ce même métal précieux. Des outils qui n'avaient a priori rien à faire aux côtés d'un pharaon. Personne ne s'attendait à ce que le métal dissimule quoi que ce soit. Et pourtant, le visage, le monde entier le connaît. Howard Carter découvrit l'entrée du tombeau de Toutankhamon dans la vallée des rois le 4 novembre 1922, financé par le riche collectionneur anglais Lord Carnarvon. Il fallut encore 3 années de fouilles minutieuses, pièce après pièce, avant que l'équipe de Carter n'atteigne la momie elle-même. Le 28 octobre 1925, ils soulevèrent le couvercle du cercueil le plus intérieur parmi 3 emboîtés les uns dans les autres et aperçurent le masque en or pour la première fois depuis environ 3250 ans. Carter décrivit le visage comme serein et magnifique, arborant les mêmes traits que ceux représentés sur les statues du roi disséminées dans le tombeau. Le masque mesure environ 54 cm de hauteur, soit un peu plus de 21 pouces, et pèse plus de 10 kg, environ 22 livres, constitué presque entièrement d'or. Ses yeux sont façonnés en obsidienne et en quartz. Les sourcils et les paupières sont incrustés de lapis-lazuli, et un large collier ornait la poitrine de cornaline, de verre coloré turquoise et d'autres pierres semi-précieuses. Un cobra et un vautour s'élèvent du front, symbolisant la basse et la haute Égypte réunies sous un seul souverain. 2 mois après sa découverte, le masque entreprit un voyage de 400 miles jusqu'au musée égyptien du Caire, où il demeura exposé pendant près d'1 siècle, avant d'être finalement transféré au nouveau Grand Musée égyptien de Gizeh, inauguré pleinement en novembre 2025. La nouvelle présentation permet désormais aux visiteurs de circuler librement tout autour du masque, révélant pour la première fois la formule protectrice gravée sur son dos et ses épaules. Pendant près d'1 siècle, le masque était resté dos contre un mur, offrant une perspective que le vieux musée du Caire n'avait jamais autorisée. Durant la majeure partie de cette période, il était considéré comme un chapitre clos de l'histoire, admiré sans vraiment être remis en question. Cette certitude a commencé à vaciller le jour où des scientifiques ont enfin dirigé de véritables instruments d'analyse sur l'or lui-même, l'examen qui ne cherchait pas de mystère. En 2014, une équipe de chercheurs japonais, dont M. Uda, M. Ishiki et M. Baba, ont obtenu une autorisation rare pour étudier le masque à l'aide d'un appareil portable, conçu pour lire la composition chimique d'un métal sans en prélever le moindre fragment. Leurs instruments combinaient 2 méthodes, la fluorescence par rayon X et la diffraction par rayon X, toutes 2 consistant à projeter un faisceau sur une zone d'environ 2 mm à la surface, puis à analyser ce qui en revient pour identifier précisément les éléments et structures présents. L'ensemble du test s'est déroulé à l'air libre, sans causer le moindre dommage au masque. L'objectif était modeste. Les chercheurs souhaitaient répertorier les matériaux composant le masque ainsi que le trône doré, découvert dans la même tombe, afin de confirmer quelles pierres colorées et quels verres avaient été utilisés, et d'évaluer la pureté réelle de l'or. Personne dans l'équipe ne s'attendait à ce que les résultats viennent contredire ce que les historiens croyaient déjà savoir sur l'objet. L'étude fut publiée cette même année dans un ouvrage en hommage à l'égyptologue japonais Sakuji Yoshimura, pensé comme une référence simple pour les futurs chercheurs et non comme une découverte destinée à faire la une des journaux. Pourtant, les données recueillies sur le visage du masque racontèrent une toute autre histoire que le reste de la pièce, la couche dissimulée sous la surface. Le scan a confirmé que les feuilles d'or constituant la majeure partie du masque affichent une pureté de 23 carats, ce qui correspond tout à fait aux standards de l'orfèvrerie royale égyptienne. Mais la surface du visage, elle, révélait quelque chose de supplémentaire. Posée sur cet or à 23 carats, se trouvait une couche distincte, un revêtement d'or blanc à 18 carats, épais d'à peine 28 nanomètres, plus fin que la plupart des bulles de savon, et totalement imperceptible sans instrument, capable de lire les structures à cette échelle. Cette deuxième couche avait reposé sur le visage de Toutankhamon pendant environ 3300 ans, sans que personne ne le remarque, dissimulé dans un or qui paraît solide et uniforme à l'œil nu. L'or blanc tire sa teinte pâle du mélange avec des métaux comme l'argent, ce qui confère au visage une nuance particulière comparée au jaune plus profond de la coiffe et du collier qui l'entoure. Les orfèvres de l'Égypte ancienne possédaient manifestement le savoir-faire nécessaire pour appliquer un revêtement aussi fin et aussi précis.
un niveau d'artisanat que les conservateurs modernes n'avaient pas pleinement apprécié avant que l'analyse ne le révèle. Avant de poursuivre, si cette analyse vous intéresse, pensez à vous abonner, cela aide vraiment la chaîne. La découverte de ce revêtement dissimulé sur le visage soulevait une question évidente. Pourquoi le visage aurait-il reçu un traitement différent du reste du masque? Et ce traitement différent avait-il un lien avec autre chose? Les scientifiques avaient déjà commencé à s'interroger sur l'origine du masque. Les oreilles ne correspondaient pas à ce que l'histoire racontait. L'égyptologue britannique Nicholas Reeves s'intéressait à cette question précise depuis 2000 ans, mais sa théorie n'attira une large attention qu'en 2015. Reeves attira l'attention sur les oreilles du masque, chacune percée d'un trou manifestement conçu pour accueillir des boucles d'oreilles. Dans l'art royal égyptien de cette époque, les oreilles percées apparaissaient presque toujours sur des enfants et sur des femmes, jamais sur un roi adulte représenté dans son image officielle. Reeves soutenait qu'aucune représentation d'un pharaon adulte de sexe masculin dans l'art égyptien ne le montrait portant des boucles d'oreilles, ce qui rendait ce détail difficile à expliquer si le masque avait été conçu pour Toutankhamon en tant que souverain régnant. Reeves a établi un lien entre les oreilles percées et Néfer-Néfouatan, une femme pharaon qui a brièvement exercé le pouvoir durant les années de troubles qui ont suivi la mort d'Akhenaton et précédé l'accession de Toutankhamon au trône alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Beaucoup d'historiens estiment que Néphotène et la reine Néfertiti, belle-mère de Toutankhamon, n'étaient en réalité qu'une seule et même personne gouvernant sous un nom différent. Si cela s'avère exact, Reeves a avancé l'hypothèse que le masque, ou du moins certaines de ses parties, aurait pu être conçu à l'origine pour elle. Zahi Hawass, ancien ministre égyptien des Antiquités, a vigoureusement contesté cette interprétation. Il a fait remarquer que les oreilles percées apparaissent sur de nombreuses statues et représentations de souverains de la XVIIIe dynastie dès leur plus jeune âge, soutenant que ce détail ne prouve rien, en lui-même, concernant le genre ou le propriétaire initialement visé. Ce désaccord autour d'une simple paire de petits orifices n'était que le début de la controverse. Le véritable débat portait sur quelque chose de gravé directement dans l'or, la reine qui avait disparu de l'histoire. Néfertiti était l'épouse principale du pharaon Akhenaton, qui a régné sur l'Égypte pendant environ 17 ans à partir des alentours de 1353 avant Jésus-Christ. Akhenaton a imposé l'un des bouleversements religieux les plus profonds de toute l'histoire égyptienne, en supprimant le culte des anciennes divinités et en élevant un unique disque solaire au-dessus de tous les autres. Durant cette période, Néfertiti occupait un rôle public particulièrement marquant. Elle apparaissait dans les sculptures des temples, accomplissait des rituels qui avaient presque toujours été réservés au seul pharaon, et se tenait aux côtés de son époux davantage comme une co-dirigeante que comme une reine au sens traditionnel du terme. Puis, aux alentours de sa 12e année dans les archives officielles, Néfertiti disparaît purement et simplement des inscriptions égyptiennes. Les historiens continuent de débattre de ce qui s'est passé ensuite. Certains pensent qu'elle a trouvé la mort au cours de cette période. Certains pensent qu'elle aurait adopté une nouvelle identité en tant que pharaon, sous le nom de trône Néfer-Néfouatan, régnant soit aux côtés d'Akhenaton, soit brièvement après lui, avant que Toutankhamon ne prenne le pouvoir, enfant, vers l'âge de 9 ans. Une troisième hypothèse désigne un souverain encore mystérieux nommé Smeankari, qui aurait comblé ce même vide à sa place. Quelle que soit la version exacte, la révolution religieuse d'Akhenaton s'effondra presque aussitôt après sa disparition. La cour royale abandonna sa nouvelle capitale, retourna vers le centre traditionnel du pouvoir à Thèbes et rendit aux anciennes divinités leur place d'honneur. Toutankhamon lui-même était né sous le nom de Toutankhaton, en hommage au disque solaire que son père avait exalté, avant de modifier son nom pour honorer Amon, le dieu que sa famille s'efforçait de restaurer. Parce que très peu de documents fiables ont survécu à cette période, les historiens disposent de bien moins de matière ici que pour presque n'importe quelle autre époque de l'histoire royale égyptienne. C'est précisément ce vide dans les archives qui poussa les chercheurs à examiner le métal du masque avec une telle intensité, espérant qu'il avait préservé ce que les inscriptions officielles n'avaient pas consigné, le nom dissimulé sous le nom visible. Reeves étudia également le cartouche, ce cadre ovale qu'utilisaient les Égyptiens pour encadrer un nom royal, gravé sur les bandeaux courant le long des épaules du masque. Il décrivit la surface entourant le nom de Toutankhamon, comme visiblement usée et retravaillée, comparée à la gravure nette et précise que l'on trouvait ailleurs sur le masque. En examinant de plus près de légères éraflures visibles sous cette surface, Reeves rapporta que le tracé correspondait à un tout autre nom,
celui d'Ankheperure Neferneferuaton, le même nom de trône associé à la pharaone qui pourrait avoir été Néfertiti en personne. Reeves développa cet argument dans un article intitulé « Le masque de Toutankhamon reconsidéré ». Des années de recherche sur les objets retrouvés dans la tombe, qui semblaient avoir appartenu à un propriétaire antérieur, avaient alimenté sa réflexion. Selon sa théorie, lorsque Toutankhamon mourut de façon soudaine et inattendue aux alentours de 18 ou 19 ans, ses hauts fonctionnaires ne disposaient d'aucune tombe, ni d'aucun équipement funéraire correctement préparé. Sous cette pression, les artisans s'emparèrent d'objets royaux disponibles, parmi lesquels un masque fabriqué des années auparavant pour quelqu'un d'autre, et modifièrent le nom ainsi que le visage pour les adapter à leur nouveau souverain. Cette explication ne tient que si les preuves matérielles viennent l'étayer, et les chercheurs en découvrirent d'autres, dissimulés dans l'alliage d'or lui-même, 2 ors, un seul visage. Des analyses distinctes menées sur le masque révélèrent que l'or composant le visage affichait environ 23,2 carats, tandis que l'or recouvrant le reste de la coiffe et du collier se situait plutôt autour de 23,5 carats. L'écart est minime, mais suffisamment régulier pour que Reeves avance que le visage avait été fabriqué comme une pièce métallique indépendante, rapportée sur une coiffe préexistante, plutôt que coulée d'un seul tenant avec elle. Cette affirmation rejoint directement ce que le scan réalisé en 2014 avait déjà mis en évidence. Un visage présentant un alliage d'or légèrement différent, puis recouvert d'une fine couche d'or blanc pâle que personne n'avait décelée en 90 ans d'exposition, laissait supposer qu'il avait été substitué à l'original plutôt que conçu avec lui. Reeves soutint que la coiffe, le collier et les oreilles avaient d'abord été réalisés pour Neferneferuaton, tandis que le visage visible aujourd'hui avait été ajouté ensuite, en remplacement de celui qui s'y trouvait à l'origine. Rien de tout cela ne prouvait la théorie de manière irréfutable, mais cela offrait aux sceptiques comme aux partisans des éléments concrets méritant d'être approfondis. Cet examen plus poussé survint plus tôt que quiconque ne l'avait anticipé, déclenché par un incident que personne n'avait vu venir. L'accident qui imposa un regard bien plus attentif. En août 2014, des employés du musée égyptien du Caire firent accidentellement tomber la longue barbe tressée du masque en effectuant des réparations d'éclairage autour de sa vitrine. Plutôt que de signaler les dégâts par les voies officielles, le personnel recolla discrètement la barbe à l'aide d'une colle époxy industrielle, laissant une croûte épaisse et bien visible à la jonction entre la barbe et le menton. Cette réparation bâclée demeura cachée du grand public jusqu'en janvier 2015, quand les dommages furent finalement révélés et officiellement reconnus par le ministère égyptien des Antiquités. Les autorités firent alors appel au restaurateur allemand Christian Ekman, spécialiste de la restauration du verre et des métaux anciens, afin qu'il remédie correctement aux dégâts. À partir d'octobre 2015, Ekman dirigea une équipe germano-égyptienne conjointe au cours d'un processus de 9 semaines, durant lequel la barbe fut retirée, la colle époxy soigneusement grattée, puis la pièce réassemblée à l'aide de cire d'abeille, un matériau bien plus proche de celui qu'auraient utilisé les orfèvres de l'Égypte ancienne. Dans le cadre de ces travaux, l'équipe réalisa une numérisation tridimensionnelle complète du masque, constituant ainsi la première étude approfondie jamais menée sur ces techniques de fabrication. Ces recherches révélèrent que la barbe s'était déjà détachée une première fois auparavant, à un moment donné après la découverte de la tombe, et qu'elle n'avait pas été correctement fixée avant 1946. 8 employés du musée, dont un ancien directeur, furent par la suite sanctionnés et condamnés à des amendes en lien avec cet incident. Ce scandale porta atteinte à la réputation internationale du secteur des antiquités égyptiennes, mais il permit également de réaliser l'examen physique le plus complet que le masque ait jamais subi depuis sa sortie de la tombe. Pourtant, malgré toutes ces nouvelles données disponibles, tous les experts ne s'accordaient pas à penser que l'histoire pointait vers Néfertiti. Certains scientifiques invitaient à la prudence. Les responsables et chercheurs égyptiens ont en effet régulièrement contesté l'idée que le masque ait jamais été destiné à quelqu'un d'autre que Toutankhamon lui-même. Zahi Hawass a affirmé sans détour que les oreilles percées ne représentent rien de significatif en elles-mêmes, car elles apparaissent dans de nombreuses représentations de jeunes membres de la royauté de la 18e dynastie, quel que soit leur genre. Sabah Abdelrazi, ancienne directrice au musée égyptien, a quant à elle attiré l'attention sur la formule protectrice gravée dans le dos et sur les épaules du masque, en soutenant que sa formulation renvoie à plusieurs reprises aux noms et titres associés à Toutankhamon.
ce qui, selon elle, fragilise toute affirmation selon laquelle la pièce aurait appartenu à quelqu'un d'autre. Elle a également souligné que lors de la restauration de 2015, l'équipe dirigée par des spécialistes allemands avait expressément cherché la moindre trace du nom de Néfertiti sur le masque, sans en trouver aucune. La théorie plus large de Reeves, selon laquelle la sépulture encore inconnue de Néfertiti se trouverait derrière une paroi dissimulée à l'intérieur même de la tombe de Toutankhamon, s'est heurtée à une résistance comparable. Des analyses radar menées par un spécialiste japonais en 2016 avaient laissé entrevoir des espaces vides derrière la paroi nord de la tombe, mais une enquête complémentaire conduite par une équipe italienne de l'Université polytechnique de Turin n'a trouvé aucun élément venant confirmer cette interprétation. Une révision académique approfondie, publiée en 2021, portant sur l'ensemble des relevés radars et des arguments avancés sur le sujet, a conclu que les preuves disponibles allaient clairement à l'encontre d'un enterrement caché de Néfertiti, tout en reconnaissant que certains objets présents dans la tombe avaient manifestement été réutilisés depuis un propriétaire antérieur. Ce qui a résisté à chaque étape de ce débat, c'est le métal lui-même, demeurant exactement là où le scan de 2014 l'avait repéré, immuable, peu importe de quel côté du débat on se situait. En écartant toutes les théories concurrentes, un seul fait demeure inébranlable. Une équipe utilisant des instruments conçus pour l'analyse chimique et non pour l'archéologie a découvert un revêtement d'or blanc 18 carats d'à peine 28 nanomètres d'épaisseur posé sur le visage de Toutankhamon, dissimulé à l'intérieur d'un métal que des millions de personnes avaient déjà contemplé directement pendant des générations. Cette mesure ne fait l'objet d'aucune contestation, contrairement à la théorie sur Néfertiti. Le fait s'est produit et personne ne l'avait consigné avant que les techniques modernes de numérisation ne le révèlent, enfin, que cette couche cachée, les oreilles percées et la cartouche usée correspondent à une identité dérobée à une reine tombée dans l'oubli, ou qu'elle reflète simplement le travail habile et précipité d'anciens orfèvres, demeure l'une des questions les plus vives de l'égyptologie aujourd'hui. Le masque est désormais exposé au Grand Musée égyptien de Gizeh, un établissement couvrant environ 500 000 mètres carrés qui réunit enfin plus de 5 000 objets provenant de la tombe de Toutankhamon en un seul lieu, un endroit que l'équipe de Howard Carter n'aurait jamais pu imaginer lorsqu'elle se trouvait à l'intérieur de cette chambre scellée en 1922. Les scientifiques s'efforcent encore de comprendre pleinement un visage que le monde croyait déjà connaître. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.